Bonjour, c'est mon premier jour à Paris. Je cherche le musée du Louvre. Bonjour madame, vous y êtes déjà? C'est ici le Louvre. Bienvenue. Oh, vraiment? C'est magnifique. Le bâtiment est immense. Oui, c'est le plus grand musée d'art du monde. Vous avez un billet? Non, pas encore. Où est-ce que je peux acheter un billet? Là-bas, à gauche. Vous voyez la pyramide de verre? Oui, je la vois. Elle est incroyable. C'est moderne et ancien en même temps. Exactement. La pyramide a été construite en 1989. Et combien coûte un billet d'entrée? 17 € pour les adultes. C'est gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui? Oui, c'est samedi. Il y a toujours beaucoup de visiteurs le week-end. Combien de temps faut-il pour visiter tout le musée? Oh, c'est impossible en un jour. Il y a plus de 35 000 œuvres d'art. 35 000? C'est énorme. Qu'est-ce que vous me recommandez alors? Je vous conseille de voir la Joconde, la Vénus de Milo et les appartements de Napoléon. La Joconde. Oui, je veux absolument la voir. C'est dans quelle aile? Dans l'aile Denon, au premier étage. Suivez les panneaux jaunes. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Bonne journée. De rien, profitez bien de votre visite. N'oubliez pas de prendre des photos. Oh, on peut prendre des photos à l'intérieur? Oui, mais sans flash s'il vous plaît. Le flash abîme les peintures. Compris. Merci encore pour tous ces conseils. Excusez-moi, je suis en retard pour mon cours sur l'art médiéval. Pas de panique. Vous avez besoin d'un billet? Vous êtes étudiant? Oui, j'ai ma carte étudiante. C'est combien pour les étudiants? C'est gratuit avec une carte d'étudiant valide. Montrez-moi votre carte, s'il vous plaît. La voilà. Mon professeur nous attend dans la section des sculptures gothiques. Parfait. Voici votre billet. La section gothique est dans l'aile Richelieu. L'aile Richelieu, c'est à droite ou à gauche en entrant? À droite. Prenez l'escalier, puis tournez à gauche au deuxième étage. D'accord. Et il y a des toilettes par là-bas? Oui, juste après l'escalier, sur votre gauche. Vous ne pouvez pas les manquer. Génial. Mon cours commence dans 5 minutes. Je dois courir. Attention, on ne court pas dans le musée, s'il vous plaît. C'est dangereux. Oh, pardon. Vous avez raison. Je vais marcher vite alors. C'est mieux comme ça. Au fait, votre sac à dos est très grand. Oui, j'ai tous mes livres dedans. Pourquoi? C'est un problème? Vous devez le laisser au vestiaire. Les grands sacs sont interdits dans les salles. Sérieusement? Mais je vais perdre encore plus de temps. Le vestiaire est juste ici, à côté. Ça prend seulement 2 minutes. Bon, d'accord, je n'ai pas le choix. Où exactement? Derrière vous, la porte bleue. C'est gratuit et sécurisé. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Mon professeur est très strict. De rien, dépêchez-vous, mais faites attention aux autres visiteurs. Promis. Bonne journée, madame. Pardon, monsieur, j'ai perdu ma fille. Elle a 7 ans, cheveux noirs, robe rouge. Ne vous inquiétez pas, madame. Restez calme. Où l'avez-vous vu la dernière fois? Dans la salle des peintures italiennes, elle regardait un tableau d'ange. Il y a combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Je ne sais pas exactement, peut-être 10 minutes. Mon cœur bat très fort. Je comprends votre peur. Comment s'appelle votre fille? Yuki, elle s'appelle Yuki. Elle parle un peu français, mais pas beaucoup. D'accord. Yuki porte quoi d'autre? Une veste? Un chapeau? Un petit sac à dos rose avec un dessin de chat et des chaussures blanches. Très bien. Je vais appeler mes collègues tout de suite. Ne bougez pas d'ici. S'il vous plaît, faites vite, elle doit avoir très peur toute seule. Les enfants perdus vont souvent vers les sorties ou les boutiques de souvenirs. La boutique, oui, elle voulait acheter une carte postale pour sa grand-mère. Parfait. La boutique principale est au rez-de-chaussée. Venez avec moi. Oui, allons-y vite. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle va bien. Regardez là-bas. Une petite fille en robe rouge, près des cartes postales. Yuki, c'est elle. Yuki, maman est là. Elle a l'air en pleine forme. Elle choisit tranquillement ses cartes. Yuki, tu m'as fait tellement peur. Ne t'éloigne plus jamais comme ça. Tout est bien qui finit bien. Prenez votre temps maintenant, madame.
Merci infiniment, monsieur. Vous êtes un ange, je ne sais pas quoi dire. C'est mon travail. Passez une belle journée avec Yuki et tenez-lui la main. Oui, je vous le promets. Merci encore 1000 fois. Excusez-moi, madame, je peux prendre des photos de cette sculpture grecque? Oui, mais uniquement sans flash et sans trépied. Ce sont les règles du musée. Parfait. C'est pour un magazine d'art en Italie. Cette statue est exceptionnelle. Ah, vous êtes photographe professionnel? Vous avez une autorisation spéciale? Une autorisation? Non, je ne savais pas qu'il fallait une autorisation. Pour un usage commercial, oui. Les photos personnelles sont autorisées, pas les professionnelles. Oh non, j'ai voyagé depuis 1000 ans spécialement pour ce reportage. Je comprends votre déception, mais les droits d'image sont très importants pour nous. Combien coûte cette autorisation et comment je peux l'obtenir? Il faut remplir un formulaire au bureau administratif. Cela peut prendre quelques jours. Quelques jours, mais je repars demain matin. C'est impossible pour moi. Dans ce cas, je peux vous donner le contact de notre service communication. Ils peuvent faire quelque chose pour moi aujourd'hui? C'est vraiment urgent. Peut-être. Expliquez-leur votre situation. Ils sont au 3e étage, bureau 312. Vous êtes sûr qu'ils sont là aujourd'hui? C'est samedi après tout. Normalement, oui, jusqu'à 16 heures. Mais appelez d'abord ce numéro pour vérifier. Merci beaucoup. Vous me donnez un peu d'espoir. Je vais appeler tout de suite. En attendant, vous pouvez prendre des notes et faire des croquis si vous voulez. Bonne idée. J'ai mon carnet de dessin dans mon sac. C'est autorisé? Absolument. Beaucoup d'artistes viennent ici pour dessiner. C'est même encouragé. Formidable. Au moins, je ne perds pas complètement mon temps. Et si vous n'obtenez pas l'autorisation, nous avons une banque d'images sur notre site. Ah oui? On peut acheter des photos professionnelles en ligne? Exactement. Les prix sont raisonnables et la qualité est excellente. C'est bon à savoir. Merci pour votre aide et votre patience, madame. Bonsoir, jeune homme. Je cherche un cadeau pour ma petite fille. Elle a 15 ans. Bonsoir, madame. Excellente idée. Votre petite fille s'intéresse à l'art. Oui, beaucoup. Elle étudie l'histoire de l'art au lycée en Angleterre. Parfait. Nous avons de beaux livres sur les collections du Louvre. Des livres, c'est bien, mais c'est un peu lourd à transporter en avion. Ah, vous rentrez en Angleterre bientôt? Alors peut-être un foulard en soie? Un foulard? Pourquoi pas? Vous avez des modèles avec des œuvres célèbres? Oui. Regardez celui-ci avec la liberté guidant le peuple de Delacroix. C'est magnifique. Oh, c'est superbe! Les couleurs sont éclatantes. Ma petite fille va adorer. Et celui-là représente les noces de Cana de Véronèse. Très élégant aussi. C'est difficile de choisir. Ils sont tous les deux splendides. Quel est le prix? Le foulard de la Croix coûte 45 € et le Véronèse 50 €. La différence n'est pas énorme. Lequel est le plus populaire auprès des jeunes? Honnêtement, les jeunes préfèrent Delacroix. C'est plus dynamique, plus moderne. Vous avez raison. Cette femme avec le drapeau est très puissante. Je le prends. Excellent choix, madame. Je vous fais un bel emballage cadeau? Oui, s'il vous plaît. C'est pour son anniversaire, la semaine prochaine. Parfait. Vous voulez aussi une carte de vœux? Nous en avons de très jolies. Bonne idée. Montrez-moi les cartes, s'il vous plaît. Voilà. Ces cartes reproduisent des tableaux impressionnistes. Elles sont très populaires. J'adore celle avec les nymphéas de Monet. C'est poétique et doux. Un choix parfait. Avec le foulard, ça fait un cadeau complet et raffiné. Je suis ravie. Votre boutique est vraiment formidable. Vous acceptez les cartes bancaires? Bien sûr, madame. Toutes les cartes sont acceptées. Suivez-moi à la caisse. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous avez été très aimable. C'est un plaisir, madame. J'espère que votre petite fille sera contente. Bon voyage. Alors, Marie, qu'est-ce que tu penses de ce tableau de David? C'est le sacre de Napoléon. C'est immense, professeur. Il y a tellement de personnages. Combien exactement? Plus de 200 personnes sont représentées sur cette toile monumentale. 200? C'est incroyable. Ça a dû prendre des années à peindre. Exactement. David a travaillé sur ce tableau pendant presque 4 ans. 4 ans pour un seul tableau? Mais pourquoi Napoléon voulait ce tableau?
pour montrer sa puissance et légitimer son pouvoir d'empereur devant l'Europe. Je vois. Et cette femme au centre, c'est Joséphine, sa femme? Très bien, oui, c'est Joséphine qui reçoit la couronne. Mais regarde attentivement. Attentivement. Qu'est-ce que je dois voir de spécial, professeur? Qui pose la couronne sur la tête de Joséphine? C'est Napoléon lui-même. Ah oui, normalement c'est le pape qui couronne l'empereur, non? Exactement. Mais Napoléon voulait montrer qu'il ne dépendait de personne, même pas du pape. C'est audacieux. Le pape était là pendant la cérémonie? Oui, le pape Pie VII est assis derrière, sur la droite. Il bénit la scène. Je le vois. Il a l'air un peu contrarié, non? C'est mon impression. Bonne observation. En réalité, le pape n'était pas content de cette situation. Je comprends pourquoi. Napoléon lui a volé son rôle. C'est un peu humiliant. C'est exactement ça. David a capturé cette tension politique dans son œuvre. L'art peut vraiment raconter l'histoire mieux que les livres parfois. Tu as tout compris, Marie. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Professeur, est-ce que tous les personnages du tableau étaient vraiment présents ce jour-là? Excellente question. Non, certains personnages ont été ajoutés ou modifiés après. Vraiment? Comme qui, par exemple? Ça m'intéresse beaucoup. La mère de Napoléon, par exemple. Elle n'était pas à la cérémonie, mais elle apparaît dans le tableau. Pourquoi elle n'était pas là? Elle était fâchée contre son fils? Oui, elle désapprouvait son mariage avec Joséphine, mais Napoléon voulait qu'elle soit dans l'histoire. Bon, j'allume cet audioguide. Comment ça marche? Ah, je tape le numéro. Bienvenue devant la victoire de Samothrace, œuvre grecque du IIe siècle avant Jésus-Christ. 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans. Cette sculpture représente la déesse Niké, messagère de la victoire dans la mythologie grecque. Niké? Comme la marque de sport? C'est de là que vient le nom? La statue a été découverte en 1863 sur l'île de Samothrace. Samothrace. C'est en Grèce, je suppose. Mais il manque la tête et les bras. Observez le mouvement des drapés. Le sculpteur a capturé le vent dans la pierre. C'est vrai, on dirait que le vent souffle vraiment sur elle. C'est magnifique. La statue était placée à l'origine sur un navire de guerre en pierre. Un navire? Donc elle était comme une figure de proue géante? Impressionnant. Les ailes déployées symbolisent la victoire qui s'envole vers les combattants. Les ailes sont tellement réalistes. Chaque plume est sculptée avec précision. Cette œuvre influence encore aujourd'hui de nombreux artistes et designers contemporains. Je comprends pourquoi. C'est puissant et gracieux en même temps. La victoire de Samothrace est l'une des 3 œuvres les plus célèbres du Louvre. Avec la Joconde et la Vénus de Milo, je parie. J'ai bien deviné? Pour plus d'informations, appuyez sur le bouton étoile. Merci de votre attention. Attendez, l'audioguide s'arrête déjà? J'ai encore des questions. Bon, tant pis. Pour reprendre l'explication, appuyez sur le bouton lecture. Pour continuer votre visite, avancez. D'accord, je vais continuer. Mais je reviendrai la voir avant de partir. N'oubliez pas de recharger votre audioguide à la borne située au rez-de-chaussée. La batterie. Oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention. Merci, audioguide. Regarde cette utilisation de la lumière chez Caravage, c'est du génie pur. Le clair-obscur, oui, mais techniquement, Rembrandt l'a mieux maîtrisé plus tard. Comment peux-tu dire ça? Caravage a révolutionné la peinture, il a tout changé. Révolutionné, d'accord, mais regarde la brutalité du contraste, c'est presque violent. Justement, cette violence est intentionnelle, elle raconte l'histoire avec force. Je préfère la subtilité de Vermeer, ces transitions lumineuses sont plus douces, plus raffinées. Vermeer est magnifique, c'est vrai, mais Caravage touche directement le cœur. Le cœur, peut-être, mais Vermeer touche l'âme avec plus de délicatesse. Tu es trop intellectuel dans ton approche. L'art doit provoquer des émotions immédiates. Et toi, tu es trop impulsif. L'art demande aussi de la réflexion et de l'analyse. Bon, d'accord, faisons un compromis. Lequel préfères-tu entre ces 2 tableaux? Difficile à dire. La mort de la Vierge de Caravage est bouleversante. Tu vois, même toi tu es touché. Regarde ces visages, cette douleur. Oui, c'est puissant. Mais techniquement, il y a des imperfections dans les proportions. Les proportions, toujours les proportions. L'émotion est plus importante que la perfection. Pas toujours. Léonard de Vinci prouve qu'on peut avoir les deux. D'accord, Léonard est l'exception.
mais admets que Caravage est extraordinaire. Je l'admets, il est extraordinaire dans son style dramatique et théâtral. Théâtral, exactement le mot. Chaque tableau est une scène de théâtre. C'est pour ça qu'il a influencé tant d'artistes après lui. Son héritage est indéniable. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. Ça mérite un café, non? Bonne idée. Il y a un café au premier étage. On continue notre débat là-bas? Avec plaisir. Mais cette fois, on parle de l'impressionnisme. Tu aimes Monet? Monet? Ah, ça va être intéressant. Allons-y, j'ai beaucoup à dire. Bonjour, vous êtes le journaliste de France Culture? Je suis Lynn Chen, restauratrice. Enchantée, Madame Chen. Merci d'accepter cette interview sur votre travail fascinant. C'est un plaisir. Peu de gens comprennent vraiment ce que nous faisons ici. Justement, pouvez-vous nous expliquer votre travail sur cette sculpture égyptienne? Bien sûr, cette statue a 3000 ans. Elle souffre de multiples problèmes. 3000 ans? C'est difficile à imaginer. Quel type de problème exactement? D'abord, la pierre s'effrite à cause de l'humidité et des changements de température. Et comment vous stabilisez cette dégradation? C'est un processus long? Très long. Nous utilisons des techniques modernes avec des analyses scientifiques poussées. Des analyses scientifiques? Vous voulez dire des analyses chimiques? Oui, et aussi des rayons X, des scanners 3D, des études microscopiques. Fascinant. Donc la restauration est autant de la science que de l'art. Absolument. Je passe plus de temps au laboratoire qu'avec mes pinceaux maintenant. Et combien de temps faut-il pour restaurer une pièce comme celle-ci? Cela dépend. Cette statue va me prendre environ 6 mois de travail minutieux. 6 mois pour une seule œuvre? Vous devez avoir une patience extraordinaire. La patience est essentielle. Une erreur peut être irréversible et catastrophique. C'est une grande responsabilité. Comment gérez-vous cette pression psychologique? Par la préparation, je fais des dizaines de tests avant de toucher l'original. Des tests sur quoi? Sur des reproductions? Oui, sur des échantillons de pierres similaires. Nous testons chaque produit, chaque technique. Incroyable! Et quelle est la partie la plus difficile de votre métier? Décider où s'arrêter. Nous devons respecter l'histoire de l'objet, ses imperfections aussi. Vous ne cherchez pas à rendre l'œuvre comme neuve alors? Non, ce serait falsifier l'histoire. Nous consolidons, nous préservons, nous ne recréons pas. C'est une philosophie profonde. Madame Chen, merci pour ces explications passionnantes. Mademoiselle, vous pleurez? Tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Oh, pardon. Oui, ça va. C'est juste, ce tableau me touche tellement. Je comprends. C'est l'Angélus de Millet. Il touche beaucoup de gens, comme vous. Ces deux paysans qui prient dans les champs, c'est si simple et si profond. Vous savez, je travaille ici depuis 35 ans. Je vois ce tableau tous les jours. Tous les jours? Et il vous émeut encore après tant d'années? Oui, toujours. Chaque fois différemment. C'est ça, la magie des chefs-d'œuvre. Vous avez de la chance de travailler ici, entouré de tant de beauté. C'est vrai. Mais vous savez ce qui est le plus beau dans mon travail? Non, quoi? Dites-moi, je suis curieuse de le savoir. C'est voir les réactions des visiteurs comme vous, vos émotions sincères devant l'art. Vraiment? Vous observez les gens plus que les tableaux, alors? En quelque sorte, oui. Les tableaux ne changent pas, mais les humains, si. C'est une belle philosophie. Vous devez avoir tellement d'histoires à raconter. Oh oui, j'ai vu des demandes en mariage, des retrouvailles, des larmes de joie. Des demandes en mariage dans un musée? C'est romantique. Devant quel tableau? Souvent devant la Joconde, parfois devant des Monet. Les impressionnistes sont populaires pour ça. Je comprends pourquoi. Il y a quelque chose de magique dans ces lieux. C'est parce que l'art nous rappelle ce qui est important dans la vie humaine. L'amour, la beauté, l'émotion, tout ce qu'on oublie dans notre quotidien stressant. Exactement, mademoiselle. Vous avez tout compris. C'est pour ça que vous pleuriez. Oui, je crois que j'avais besoin de ce moment, de me reconnecter avec mes émotions. Le musée est un refuge pour l'âme. Revenez quand vous voulez. C'est ouvert à tous.
Je reviendrai, c'est certain. Merci, monsieur, pour cette conversation inattendue. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle. Vous m'avez rappelé pourquoi j'aime ce métier. Au revoir, monsieur. Passez une belle fin de journée. Au revoir, et n'oubliez pas, l'art est partout, même dans les petites choses quotidiennes.